Tunisia Bene House vous offre cette émission. À tous, bien le bonjour et bienvenue dans votre émission matinale sur Guérita TV Monde. Le meilleur réveil, ça démarre donc par la toute première rubrique de votre émission, celle que vous connaissez si bien, la revue des titres avec Bérangère Boléon. Elle est déjà sur ce plateau, Bérangère Boléon. Bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kourounou, fidèle internaute de Guérita TV Monde. Bonjour. Eh bien, comme je l'annonçais, mesdames et messieurs, la revue des titres, c'est tout de suite avec Bérangère Boléon. Amis internautes, bonjour. Nous démarrons la revue des titres de ce matin par le quotidien Maison La Guérite qui titre en sa manchette du jour 21e circonscription électorale. Aruna Lawani, l'alternative de l'UPR, pour s'acquitter création d'un indice africain de perception de la corruption. Le Bénin, pionnier de l'initiative Jacques Mégan, dévoile un outil en cours de développement percé par et pour les Africains. Le message fort du HCPC en cette journée africaine de la lutte contre la corruption. À sa fausse manchette, on lit deux titres. Pose de la première pierre de l'hôtel de ville de Porto Novo. Wabi Amandani salue une avancée majeure pour la capitale. Mandature 2025-2026 du club Everis Tourmaster. Cindy Ornella Mondéou et son équipe installée une année d'innovation pour cette 11e mandature du club. À l'arrêt du quotidien, on lit Donald Trump reçoit 5 présidents africains, le sous-sol du continent au cœur des convoitises. L'emblème du jour de ce matin titre course vers les élections de 2026. Le code électoral ne bougera pas, s'exclame le quotidien. Cour constitutionnelle, la loi organique modifiée vers le filtrage des recours, titre le quotidien Libération. L'autre quotidien de ce jour titre filtrage des recours à la Cour constitutionnelle. La saisine directe du citoyen est-elle désormais en danger? S'interroge le quotidien. Perspective législative 2026. Les démocrates entre discrétion et révolution électorale, nous apprend le quotidien Matin Libre. La boussole de ce matin titre déménagement de Tama, Élise Suzanne de l'UPR pour les démocrates. Un séisme politique à Banikwara, une décision politiquement marquante, mais juridiquement risquée. Le Progrès titre régulation médiatique des élections à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, la HAC et ses défis au cœur d'un colloque à Cotonou. La Nation de ce jour titre célébration des 30 ans de la HAC, nouvelle ère, nouveaux défis. Bénin intelligent titre 73% au bac 2025, reflet d'un système métamorphosé. Alphonse Da Silva affirme, je cite, je décerne le mérite à tous les acteurs. Fin de citation. Les séries scientifiques en tête, la F1 en queue de peloton. Fraternité de ce jour titre, sécurité en milieu de travail, un enjeu trop négligé au Bénin. Un peintre meurt électrocuté après une chute à Kourounou. Et on boucle la revue des titres de ce matin par le quotidien d'Akonaboué, La Guérite qui titre 21e circonscription électorale, Aruna Lawani, l'alternative de l'UPR pour s'acquitter. Création d'un indice africain de perception de la corruption. Le Bénin, pionnier de l'initiative Jacques Mégan, dévoile un outil en cours de développement pensé par et pour les Africains. Le message fort du HCPC en cette journée africaine de lutte contre la corruption.
Pose de la première pierre de l'hôtel de ville de Porto Novo, Wabi Amadani salue une avancée majeure pour la capitale. Mandature 2025-2026 du club Everest Toastmaster, Cindy Ornena Kpodeu et son équipe installée une année d'innovation pour cette 11e mandature du club. Donald Trump reçoit 5 présidents africains le sous-sol du continent au cœur des convoitistes. Et c'est tout pour la revue des titres de ce jour. Merci à vous, Bérangère Boléan. Vous retrouve tout de suite dans le bulletin d'information. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information. L'arrestation du journaliste et activiste béninois Hugues Komlan Sossoukpe est confirmée selon des sources. Il a été arrêté à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et remis aux autorités béninoises. Cette information contredit les premières rumeurs qui situaient l'arrestation au Togo. L'inquiétude avait grandi suite à sa disparition inattendue. Des proches alertés par son silence inhabituel avaient exprimé leurs inquiétudes à Banuto. Une source proche a déclaré « Il est injoyable et c'est inquiétant ». Hugues Komlan Sossoukpe était à Abidjan depuis lundi, invité par le ministère ivoirien du numérique à un forum. Sa disparition survenue depuis l'après-midi du jeudi 10 juillet 2025 a suscité inquiétude car il n'avait pas l'habitude de rester sans donner de nouvelles. Le journaliste et militant connu pour ses publications sur sa page Facebook était en exil depuis plusieurs années. Le journaliste, également promoteur du journal numérique Olofofo, a publié sa dernière mise à jour sur Facebook le jeudi 10 juillet 2025 à 13h21. Heure du Bénin, GMT +1. Dans un autre registre, mesdames et messieurs, une nouvelle ère s'est ouverte au club Everest Toastmaster ce mercredi 9 juillet 2025 à Cotonou. La cérémonie solennelle d'installation de la 11e équipe dirigeante a officiellement lancé la mandature 2025-2026 placée sous le sceau de l'innovation. À sa tête, Cindy Ornena Kpodeu, nouvelle présidente, a donné le tout premier coup de maillet, marquant ainsi le début d'un mandat axé sur le renouveau, l'audace et la créativité. Le point avec Latifat Kouinou et David Yémé. Cindy Ornella Kpodeu est désormais la présidente du club Everest Toastmaster. À la cérémonie solennelle d'installation de la nouvelle équipe dirigeante organisée ce mercredi 9 juillet 2025, la nouvelle présidente du club a donné le premier coup de maillet de la mandature 2025-2026, placée sous le thème de l'innovation. Pour la mandature de l'innovation, nous avons décidé de faire du club Everest un laboratoire vivant d'innovation en communication et en leadership. La nouvelle équipe dirigeante du club Everest, composée de 8 membres, marquant la 11e mandature, s'est engagée à relever les défis et à apporter des innovations au sein du club. L'innovation, ce n'est pas ignorer le passé, c'est honorer l'héritage en osant l'avenir. Dixit Paul Valéry. C'est pour notre club le moyen de repenser nos pratiques, raviver notre énergie et surtout recentrer nos efforts sur l'essentiel, le développement personnel de chaque membre. À Everest, nous ne nous contentons pas d'applaudir un discours, nous encourageons les progrès de l'orateur. C'est pourquoi l'innovation sera notre état d'esprit, notre manière d'être ensemble, dans l'accueil, la formation, l'élévation, l'évaluation, le leadership et l'impact. Les Toastmasters ont à l'unisson fait la promesse d'accompagner l'actuelle mandature du club Everest. En tant que Toastmasters, en tant que membre de Toastmasters International et de mon club, je promets
d'assister régulièrement aux réunions du club, de préparer de mon mieux tous mes discours et mes projets de leadership selon les progrès du programme Pathways, de me préparer à mes tâches et de m'en acquitter, d'offrir à mes collègues des évaluations constructives et utiles, de contribuer au sein du club au maintien d'un environnement positif et amical. Une mandature charmée par des touches d'innovation apportées par les Toastmasters. Le Toastmaster du jour, Charles Gonzalez, usant du verbe, de son éloquence, a conduit la cérémonie solennelle dans un monde d'innovation, d'apprentissage et de connaissances avec 3 leaders du club Everest. Cindy Ornella Kondeu, Masmoud Gata, l'immédiate passe-président, et Jock Adamando, l'évaluateur général. À la fin des différentes activités de la session, chaque Toastmaster a été évalué dans l'exécution de son rôle. Des observations et des recommandations ont été faites de part et d'autre. Ils ont si bien fait les choses que lorsque la présidente a pris la parole pour son discours d'investiture, ils lui ont transmis de l'énergie. Une énergie que nous avons ressentie, une énergie que j'ai particulièrement appréciée. Et j'ai fait un vœu, j'ai formé un vœu, que cette énergie ne vous quitte pas le long de la mandature. Je voudrais vous recommander pour les prochaines fois à Toastmasters d'avoir suffisamment confiance en vous. Votre présentation de rôle aurait pu être faite sans doute, parce que il était clair que vous l'avez bien préparé. Bon, je voudrais vous suggérer d'être plus incisif les prochaines fois, mais également d'être attentif sur les temps intermédiaires. Riche en innovation, cette cérémonie solennelle de la mandature de l'innovation a été appréciée par les invités et les Toastmasters. Très ému d'être ici ce soir au passage de ce flambeau sous la direction de la présidente Cindy Ornella. L'innovation n'a donc pas été un vocable simple. L'innovation a été constatée et appréciée tout au long de la session. Nous avons pu voir dans le déroulement, même les capsules, les différents compartiments de la session ont été de nature à faire en sorte que l'innovation puisse commencer à être une réalité. Nous, en tant que membres du secteur, nous voulons encore une fois réitérer notre engagement à accompagner le club Everest à atteindre le plus haut sommet du mont Everest. Le rendez-vous est donné sur les chemins de l'innovation pour conduire la mandature 2025-2026 sous le leadership de la créativité où l'art oratoire et le leadership forgent des hommes de vision. Les résultats de l'examen du baccalauréat session de juin 2025 sont tombés dans la soirée du mercredi 9 juin 2025. Le taux national de réussite à 113,02%. Les résultats révèlent de fortes disparités selon les départements. Le département de l'Atlantique est en tête cette année avec un taux de 118,13%. Il est suivi de près par le Koufo qui affiche 117,95% de réussite et le Mono avec 116,00%. Juste derrière, le Zoo s'en sort avec 115,38%, suivi du littoral 113,47% et des collines 113,30%. Ces 6 départements passent tous la barre des 113%, la moyenne nationale. À la suite de cette première délibération, notre équipe de la rédaction a tendu son micro à quelques candidats déclarés admissibles. Ils partagent avec nous le joie de réussite. Bon, je crois que je ne suis pas si contente que ce que j'espérais, mais je suis assez contente quand même. Bon, tout le monde est joyeux à la maison, c'est bien. Bon, c'est bien d'avoir terminé avec les bancs. Bon. C'est super quoi. J'étais à la maison et maman était sortie. Elle est rentrée avec papa et mon oncle l'a appelé pour dire que mon cousin est admis. Et pour moi,
et j'ai dit, maman a dit qu'elle n'a pas encore regardé. Ensuite, ils sont allés sur le balcon. Il n'y avait pas le réseau, donc ils n'arrivaient pas à rentrer, à arriver sur la page. Du coup, ils ont envoyé mon numéro de table à mon prof d'études de physique. Et il a envoyé la capture d'écran. Mon grand frère aussi a envoyé la capture d'écran. Et c'était admissible. Ensuite, ils sont sortis de la maison, ils sont allés en ville et ils ont tapé, ils ont vu aussi admissible. J'attends d'abord ma mention pour pouvoir choisir ma filière. Parce que ce que je veux faire, j'ai besoin d'une bonne mention pour pouvoir le faire. Honnêtement, pour le niveau que, je ne vais pas paraître arrogant, mais pour le niveau qu'on attend ici, il n'y a rien d'étonnant au résultat qu'on a eu. Et c'est vraiment la première fois qu'on a pu faire un taux qui est presque égal à 100%. À part les 3 qui n'ont pas réussi, dans cette école, on aurait pu avoir les 100%. Et si c'est vraiment vrai, je ne sais pas si c'est encore confirmé, si c'est vraiment vrai qu'au plan général, on a eu les 73% de réussite, un taux qu'on n'a jamais atteint, la joie est vraiment... Là, je suis fier de faire partie de cette génération qui, pour la première fois dans l'histoire du pays, a fait 73% au bac. Si c'est vraiment le cas, je ne sais pas si c'est encore confirmé, je suis très fier de ça. C'est vrai, maintenant on attend les mentions. Mais déjà, on peut se réjouir du fait qu'on a vraiment travaillé puisque c'est la première fois qu'on enregistre ça. L'année passée ou l'année surpassée, on était à 64%. On n'a jamais atteint les 70%. On a fait plus que le BPC, on a fait plus que jamais. Et là, moi, ça me suffit déjà. D'autres attendent la mention avant de se réjouir. Et je suis du même cas. Mais le simple fait de savoir que je suis de la génération des 70% déjà, ça me suffit. Donc la joie est vraiment... La joie y est, vraiment. On était à la maison. Il y a mon frère à l'université, là, à Lokosa. C'est lui qui a appelé maman. On l'avait déjà envoyé mon numéro. C'est lui qui a appelé maman. Et il a dit à maman que je suis admissible. Après, j'ai encore une grande soeur à Calavi qui a envoyé la capture d'écran. Après, nous, on a vérifié et c'était admissible. Je suis joyeuse, je suis hyper contente. Et tout le monde à la maison, mes frères, tout le monde est content. Je suis vraiment joyeuse. Parce que, bon, je me disais, c'était trop dur. Bon, quand même, je suis arrivée. Je suis contente. Et ma maman aussi, surtout ma maman. Elle est contente. Moi, je suis allée sur la plateforme e-résultat. Il était aux environs de 19h10, comme ça. On est allé sur e-résultat et j'ai tapé mon numéro de table et j'ai vu admissible. Mais avant, à 18h, comme ça, ils étaient en train de parler sur un site, en train de faire les délibérations et tout. Donc, ils étaient à Saint-Rita, en train de parler à la radio. Donc tout ça, je suivais et quand les résultats sont sortis, je suis allée taper mon numéro sur e-résultat. J'étais tellement heureuse, excitée, c'était genre une joie immense. La joie était tellement immense que c'était incroyable. Et vraiment remercie Dieu pour tous ces merveilles parce qu'il a fait des merveilles dans cette école. On a fait un pourcentage vraiment incroyable et on a juste à dire merci à Dieu. Mon objectif, c'est progresser, toujours continuer de progresser et faire de mon mieux à l'université, obtenir un bon diplôme et continuer dans la vie. À l'université, j'envisage, si ce n'est pas la médecine, je ferai l'informatique parce que notre monde est dominé par l'informatique actuellement, les intelligences artificielles, la fabrication des applications, tout ça, ça me passionne vraiment. Mon grand frère est allé sur un site quelque chose. Et je pense que c'est là qu'il a eu ça. On a vu les informations, on a vu la couleur verte admissible et c'était ça. C'était une joie immense pour ma famille. J'ai vu qu'ils étaient vraiment fiers de moi. Déjà, j'envisage l'informatique ou la médecine. J'ai choisi entre les deux. Hier soir, j'étais même pas à Porto-Novo. Donc je suis revenu le soir. Mon père a cherché le numéro sur le site internet. Bon, j'étais admis, heureusement. Ma mère était vraiment contente et tout. Elle s'est mise à chanter. C'était la joie. Bon, personnellement, je ressens beaucoup de joie, de satisfaction. Mais bon, on se dit que ce n'est pas encore terminé. Les mentions, c'est ça le plus important en fait. La joie sera totale après les mentions et après les moyennes.
Mais je ressens quand même un peu de tristesse pour mes camarades qui n'ont pas pu passer ce cap. J'espère que l'année prochaine, ils pourront accomplir mon espoir. Hors de nos frontières, mesdames et messieurs, à Madagascar, les autorités ne lèvent pas le flou qui entoure le drame d'Ambo Imazalaza. C'est dans cette commune, près d'Antananarivo, qu'une fête d'anniversaire a conduit à la mort d'au moins 27 personnes tout après avoir consommé de la nourriture suspecte lors de la soirée. Près de 4 semaines après les faits, malgré la réception annoncée d'analyse toxicologique très attendue par la population, le gouvernement n'a pas apporté les clarifications espérées. Faouzia Sefou pour plus de précisions. Selon une vidéo du ministère de la Justice diffusée le 9 juillet 2025, les prélèvements étudiés par un laboratoire français confirment la présence d'une substance inhabituelle pour des aliments, dit-il. Sans nommer le type de poison identifié, les autorités, à travers le directeur général de la fourniture des soins au ministère de la Santé, ont de nouveau insisté sur l'absence de toute origine sanitaire au drame. Au lendemain de l'affaire, déjà, elle avait soutenu la thèse d'un empoisonnement criminel avant d'avoir initié des analyses toxicologiques et à la seule lumière d'un test réalisé sur des souris. Depuis, des prélèvements de sang et d'aliments issus de l'estomac des victimes ont été étudiés en France par un service dédié. 14 personnes sont encore hospitalisées. Si les résultats sont entre les mains des autorités, pourquoi ne pas donner le nom de la substance responsable? On attend des nouvelles venant du gouvernement, mais à chaque fois, ils nous donnent des nouvelles insuffisantes. Et là, ils sont en train de nous faire tourner en rond. Tout le monde panique et veut rendre justice à sa famille. On veut que toutes les âmes de ceux qui ont perdu la vie reposent vraiment en paix parce que cela n'est pas du tout le cas, déplore-t-elle. La toxine de cette maladie se développe à cause de la mauvaise conservation des aliments et est favorisée en cas de chaîne du froid. Leur version a été balayée par les autorités. Dans le cadre de l'enquête en cours, 3 femmes se trouvent en détention préventive à la prison d'Antanamora. Rendons-nous à présent au Sénégal. Y a-t-il un malaise à la tête du Sénégal? Cette question est posée par plusieurs journaux sénégalais et notamment par Dakar Actu qui précise Sonko hausse le ton sur Diomaye. Lors d'une réunion du PASTEF, le Premier ministre Ousmane Sonko a publiquement exprimé son profond désaccord avec le président Bassirou Diomaye Faye, évoquant une situation de plus en plus tendue dans les hautes sphères du pouvoir, poursuit Dakar Actu. Alors que ses détracteurs demandent sa démission du gouvernement, le Premier ministre a profité de l'installation du Conseil national du parti PASTEF pour mettre les choses au clair. Annonce de son côté Le Soleil. À travers une déclaration ferme et sans équivoque, il a réaffirmé sa légitimité à la tête du gouvernement et son engagement dans l'exercice du pouvoir, déclarant notamment, je le cite, « Je ne démissionnerai pas, je n'irai nulle part ». Fin de citation. Sénégo de son côté précise que le Premier ministre a profité de l'installation officielle du Conseil national du parti PASTEF pour critiquer la tolérance du président Bassirou Diomaye Faye face à certains comportements. Il estime que le pays souffre d'un problème d'autorité. Au Nigeria, pour terminer, les forces de sécurité nigérianes ont tué au moins 30 personnes armées après des attaques dans le nord-ouest du pays, ont annoncé les autorités ce jour. L'opération conjointe de la police et de l'armée s'est déroulée lorsque des centaines d'individus armés ont attaqué plusieurs villages, a déclaré le commissaire de l'État pour les affaires intérieures, Nassir Moazou, dans un communiqué. Moazou a indiqué que 3 officiers de police et 2 soldats ont trouvé la mort au cours de la contre-attaque lancée contre les hommes armés qui ont attaqué les villages. Je le cite, « Nous travaillons sans relâche avec les agences fédérales de sécurité pour assurer la sécurité de tous les citoyens », a-t-il ajouté. Ces derniers mois, les régions du nord-ouest et du centre du Nigeria ont enregistré une recrudescence des attaques menées par des bandes armées contre les communautés de ces régions. Ces attaques ont fait des centaines de morts et de blessés. Les groupes de bandits sont connus pour leurs massacres et leurs enlèvements contre rançon dans le nord du pays ravagé par le conflit. La plupart des groupes sont constitués d'anciens éleveurs en conflit avec les communautés sédentaires.
En sport, dans ce bulletin d'information, pour finir, la sélection U20 du Bénin est arrivée à Prapram au Ghana ce mercredi 9 juillet 2025 en début de soirée dans le cadre de sa participation à la Coupe UFOAB U20 garçons. La délégation béninoise partie tôt le matin depuis Cotonou a été accueillie à son arrivée par l'équipe logistique de UFOAB. Les joueurs et le staff technique ont été installés dans le quartier avant d'effectuer une première séance de récupération sur l'une des pelouses synthétiques du centre sous la direction de l'entraîneur Raymond Chai. Cette session de décrassage a permis au Guépard Junior d'évacuer la fatigue du voyage. La journée s'est conclue par un dîner dans le restaurant du centre. C'est tout pour ce bulletin d'information que j'ai eu le plaisir de vous livrer. Bien à vous, Bérangère Boléan. On vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres informations. Mesdames et messieurs, pour l'instant, nous poursuivons avec la météo du jour. La note culturelle, mesdames et messieurs, canapé littéraire avec poésie, avec l'auteur Valère Bignibé. C'est un rendez-vous à prendre le mercredi 16 juin 2025 à l'auditorium de l'Institut français du Bénin à Cotonou. À partir de 19h00, rassurez-vous, l'entrée, elle est gratuite. Valère Bignibé, qui est-il donc? Valère Bignibé est longtemps resté sans nouvelles poétiques depuis Odalisque, anthologie sous fond de mouvement politique qu'il a coordonné en 2012. Le jeune poète est rentré dans une phase de retraite méditation. J'y arrive. S'il a pu faire une apparition timide en 2022 avec Marchand de Soleil, c'est pour saluer Camille Amoureux de qui il tient la ficelle. De cette retraite, Valère nous revient, mesdames et messieurs, cette année avec Silence Djambé de Saison Close qui signe non seulement son retour, mais son solo poétique tant attendu. Le canapé le reçoit pour vous, mesdames et messieurs, pour en parler. Rendez-vous canapé littéraire, c'est pour le mercredi 16 juillet prochain à partir de 19h00 à l'auditorium de l'Institut français du Bénin à Cotonou. L'entrée, elle est gratuite. C'est pour la note culturelle. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans votre rubrique l'interview matinale. Une commission d'enquête a été mise en place par l'Assemblée nationale pour faire la lumière sur la gestion des fonds alloués au projet d'eau et d'électricité à Parakou sur la période 2016-2025. Cette initiative fait suite aux dénonciations de détournement faites par l'ancien ministre de l'Énergie, de l'eau et des mines, Paulin Akpona. Honorable Célestin Roussou, bonjour.
Bonjour. Vous êtes un élu parlementaire issu du parti Les Démocrates et vous êtes également membre de cette commission d'enquête parlementaire installée il y a quelques jours. Nous avons appris le démarrage des travaux d'enquête, mais en tant que député de l'opposition, comment comptez-vous élucider cette affaire et en tant que membre également de la commission? Merci bien, madame la journaliste, pour l'opportunité que vous me donnez de peut-être d'opiner sur cette question d'actualité. Bon, tout le monde a écouté, tout le peuple béninois a écouté la déclaration de l'ancien ministre des Mines. Selon cette déclaration, c'est que des dizaines de milliards auraient été siphonnés par son prédécesseur. Or, ces milliards, ces ressources sont destinées à donner de l'eau aux populations de Parakou et de l'électricité à ces mêmes populations. Quelqu'un qui est un spécialiste, n'est-ce pas, de contrôle professionnellement parlant, et qui prend les rênes, n'est-ce pas, d'un ministère si vital comme celui-là, et qui se déplace dans le septentrion, sur les lieux, et dont est issu même son prédécesseur, et qui a le courage de faire cette déclaration, il y a lieu que les représentants que nous sommes, il y a lieu que nous nous intéressons à la question. Il a quand même présenté des excuses publiques par la suite. Oui, mais les excuses, une parole est comme une bombe. Et on dit souvent que c'est ce qu'on a dans le ventre, et ça qui motive souvent les déclarations quand quelqu'un a bu. Et donc, nous autres, ce monsieur est suffisamment responsable. Il est ministre du gouvernement pour servir le peuple et qui se permet de faire cette déclaration-là. Les excuses ne suffisent pas pour nous, pour ne pas nous intéresser à cette question. Mais ces excuses... Il a fait des déclarations. Ouais. Oui. Ces excuses il a fait des déclarations qui retiennent nos attentions. Ouais. Nous ne savons pas si c'est des excuses, c'est faux ou pas. Pour le moment, cette déclaration-là, nous avons intérêt, en tant que représentants du peuple, nous avons intérêt quand même à nous intéresser à ces milliards, cette dizaine de milliards siphonnés et qui sont destinés à, disons, fournir de l'eau et l'électricité aux populations de cette localité-là. Alors, la question a été de savoir comment vous comptez élucider cette affaire ou quels sont les dispositifs mis en place pour faire la lumière sur cette affaire. Bon, nous avons énuméré notre mission, hein, et nous devons nous porter sur les dossiers et si possible faire appel, puisque la loi nous permet de faire appel à des personnes aux ressources qui pourraient nous aider à mieux faire le travail. D'accord. Nous avons des contrôles à faire, des contrôles sur documents, des contrôles de toute façon, et la commission d'ici à là va élaborer sa feuille de route, ce qui nous permettra carrément d'avoir une bonne méthode de contrôle. Ce qui est sûr, c'est un contrôle que nous aurons à faire. Et ce contrôle, tous les moyens que va exiger ce contrôle, nous allons les utiliser. S'ils sont légaux, il n'y a rien à faire. Il n'y aura pas de copinage. Mais non plus, ce n'est pas pour aller crucifier quelqu'un, un innocent non plus. Nous, notre mission n'est pas là. Nous, notre mission est de chercher et de situer les responsabilités, d'informer le peuple sur comment ces ressources sont utilisées par le pouvoir en place. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on n'est pas animé d'un esprit d'aller accuser tout azimut. Non. Ce n'est pas là. En tout cas, pour les députés du Parti Les Démocrates présents au sein de cette commission, l'intention n'est pas d'aller chercher un coupable s'il n'en a pas. Mais
Mais quand il y en a, on ne nous empêchera pas de rendre ça public et d'informer le peuple par rapport à ça. Et par conséquent, nous allons engager notre conscience citoyenne. Nous allons engager notre conscience républicaine au service du peuple. Alors donc, on ne sera pas complice de quoi que ce soit. Ça, c'est d'ores et déjà ce que je peux dire pour rassurer, en fait, les populations béninoises et en particulier la population de Parakou. Honorable Célestin Oussou, n'êtes-vous pas inquiété par l'installation immédiate de cette commission et son approbation par la mouvance présidentielle? Bon, inquiétude non, mais tout ce que nous savons, c'est ce que nous faisons, c'est la loi qui nous donne le pouvoir de le faire. Le contrôle de l'action gouvernementale incombe aux députés. Mais il est quand même rare, il faut reconnaître que depuis l'installation de la 9e législature, il est rare de voir la mouvance présidentielle voter pour les propositions de l'autre camp, de votre camp bien précisément. Vous ne voyez moi, pas je n'ai pas d'intention à prêter. Tout ce que je sais, c'est que c'est l'exécution de notre règlement, c'est l'application de notre règlement qui nous donne le pouvoir. Qu'ils aient une intention bonne ou malsaine, moi je n'ai pas jugé ça tout de suite. Je n'ai pas jugé ça. Tout ce que je sais quand même que ce que nous voulons faire est encadré par un test législatif. Et notre règlement en a approuvé. Donc ici, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'appui, l'accompagnement. Tout ce que nous aurons à faire, c'est quand nous allons démarrer les travaux que s'il y a des biais, s'il y a des intentions, nous allons les identifier et vous le saurez. Donc pour le moment, c'est les députés. Nous avons déposé une résolution pour la mise en place d'une équipe d'enquête. Bon, et là, nous y sommes. Nous y sommes et nous sommes vigilants pour suivre l'évolution des choses. Alors donc, les bonnes ou mauvaises intentions, on ne peut pas tout de suite les soulever au niveau où nous sommes maintenant. Donc, il nous revient, nous autres, de nous accrocher à la mission et de faire ça avec conscience citoyenne. Pour que demain, le peuple sache quand même que ce ne sont pas des gens qui peuvent en fait faire des gros bébés sur leur dos. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Bon, donc, qu'ils soient animés d'une intention mauvaise ou bonne, en accompagnant la mise en place de la commission, je n'ai pas jugé ça tout de suite. Tout ce que je sais, c'est en évoluant que s'il y a des idées malsaines, s'il y a des intentions malsaines ou bonnes, bon, on le saura. Rien n'est, on n'est pas là pour faire du cadeau au pouvoir. Mais nous ne sommes pas là non plus pour biaiser la vérité. Sur 10 membres, on ne compte que 3 membres de l'opposition. Comment comptez-vous porter votre voix au sein de la commission? Mais non, le problème ne se pose pas en ces termes. Le problème ne se pose pas en ces termes. Le problème se pose comment alors? Le problème s'est posé dans la mise en place d'une équipe. Et qu'est-ce que la loi dit? C'est en tenant compte de la configuration, n'est-ce pas, politique de l'Assemblée. Nous avons eu cette équipe-là, il nous revient à nous autres de nous faire, de faire preuve de sincérité et de détermination. Le nombre, à mon avis, n'est pas forcément l'épreuve. N'est pas forcément l'épreuve. Nous, en tant que groupe parlementaire minoritaire, nous n'entendons pas arracher tous les postes au sein de cette commission. Nous connaissons nos limites, nous connaissons notre place. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ils sont plus nombreux, ils ont obtenu plus de postes, mais ce qui est important, c'est que l'équipe doit être une équipe indépendante. L'équipe doit être autonome dans son fonctionnement. Et même si vous êtes unique au sein de ça, vous devez être conscient de votre mission. Et vous faire entendre lorsque il y aura des agissements
disons, visant à compromettre, disons, la manifestation de la vérité. Ça là, on n'a pas besoin d'avoir l'autorisation de qui que ce soit avant de rendre public tout ce qui serait en train d'être, se tramerait autour du dossier. C'est tout. Mais nous, pour le moment, nous, on n'est pas inquiet par rapport au nombre, on n'est pas inquiet par rapport à un quelconque empressement d'accompagnement de la mise en place de la commission. Nous sommes en train de franchir des étapes. Nous irons étape par étape, mais tout en étant vigilants. Et quelles seront les difficultés dans cette enquête? Bon, pour le moment, je ne peux pas projeter des difficultés. Okay. Toute action du genre doit avoir quand même peut-être des difficultés à surmonter. Bon, les difficultés qui vont émerger, bon, c'est des difficultés, mais elles ne seront pas forcément insurmontables. Bon, moi, de mon point de vue, je n'envisage rien pour le moment. Nous sommes conscients, dès lors que le gouvernement même est prêt pour que l'enquête soit faite, nous sommes confiants que les moyens que nous allons demander, c'est-à-dire les documents, les informations, apprendre tout ça là, nous autres, nous présumons quand même que ça va se passer bien. Alors, honorable Célestin Ouzou, on ne peut pas quand même commencer par juger et prêter des intentions aux gens. Honorable Célestin Ouzou, c'est comme ça, moi, je vois, et ça, c'est mon point de vue, effectivement. Honorable, pourquoi ne laissez-vous pas la criette ou la saisie carrément pour qu'elle se penche sur l'affaire, étant donné qu'elle est spécialisée? Vous parlez de la criette? Exactement. Pourquoi ne pas la laisser s'occuper, se pencher sur l'affaire? Notre démarche n'arrête pas l'action judiciaire de l'autre côté. Chacun est sur son chemin. Est-ce que le Parlement a le droit de faire ce qu'il est en train de faire là? Oui, c'est encadré, c'est demandé, c'est nous notre mission. Et ne pas le faire, ça va briser une irresponsabilité de notre part. Alors, s'il y a d'autres actions qui seront menées vis-à-vis de la justice, au niveau des tribunaux, au niveau des cours, libres à tous ceux qui veulent le faire. Mais c'est que nous, notre action, dès lors qu'il n'y a pas eu cette action judiciaire, c'est parce qu'il n'y a pas eu cette action judiciaire avant nous que la commission, en fait, s'est installée. Parce que si effectivement, il y avait une démarche pour saisir, si le gouvernement avait entre-temps saisi peut-être le tribunal pour ça une juridiction dans ce sens, eh bien, l'action du Parlement sera mise en veilleuse. Le contrôle parlementaire sera mis en veilleuse. Mais comment? Mais pour le moment, il n'y en a pas. Est-ce que la démarche réclame ça? À votre niveau, donc pour le moment, il n'y en a pas. À votre niveau, comment justifiez-vous le silence de la Cour ou bien le fait qu'elle ne se soit pas saisie pour faire la lumière sur cette affaire ou bien pour se pencher sur cette affaire, comme cela a été le cas avec le parti Le Libéral? Bon, moi je n'ai pas jugé, madame, mais le pouvoir ne l'a pas fait, le pouvoir c'est pourquoi il ne l'a pas fait. Et si c'est une compromission, bon, le peuple béninois se rendra compte que c'est une compromission, que c'est une tricherie, que c'est un complot. Bon, si quelqu'un est complice, si c'est le pouvoir lui-même qui organise tout ça, vous aurez le temps de le savoir. Je dis pour le moment, moi je me garde de faire des jugements hâtifs. Peut-être, dès que j'aurai le contraire de ces jugements-là, vous comprenez que ce n'est pas sérieux de ma part. Le pouvoir qui doit saisir, le pouvoir ne l'a pas saisi. Moi, je fais ce que je dois faire en tant que député. Et ensemble, nous allons suivre pas à pas le pouvoir dans le dossier. Pourquoi il ne l'a pas fait? Il est le seul à le savoir. Alors pourquoi Quand-il le fait après, il est le seul à le savoir. Mais tout ce que je sais que moi, en tant que député, qu'est-ce que moi je dois faire face à une telle? C'est que
nous devons faire ce que nous sommes en train de faire là. Et donc, moi, j'évolue. Mais tout en gardant un œil bien vigilant sur, n'est-ce pas, les démarches du côté du pouvoir. Pour que tout le peuple béninois aussi doit suivre ça. Pour savoir, bon, est-ce que quelque part, c'est des complicités? Est-ce que le monsieur, il y est allé dévoiler des secrets? Est-ce que ce qu'il a dit là, est-ce que c'est une question de réseau? Pour le moment, je me garde d'aller dans cette direction-là, quoi, madame. Quelle garantie voilà que pour terminer, quelle garantie avez-vous que cette enquête ne sera pas rangée dans les tiroirs? Ah non, je n'ai aucune garantie. C'est moi, la commission doit finir son travail dans un délai de 3 mois. Nous finissons et le rapport est remis au président de l'Assemblée. Et de mon point de vue, selon notre règlement et même selon le règlement qui est repris et aménagé, c'est que le débat, il y aura débat sur le rapport. Pourquoi pas, on ira jusqu'à peut-être la publication dans le journal officiel des recommandations que l'Assemblée aurait faites. Et donc, nous, on ne peut pas dire aujourd'hui que quel rapport. Nous, on n'a pas le pouvoir contraignant. On n'a pas le pouvoir contraignant. On n'a pas le pouvoir contraignant comme le judiciaire. Vous comprenez, j'espère? Exact. Donc, oui, nous n'avons pas le pouvoir contraignant. L'Assemblée n'a pas le pouvoir contraignant. Même pas le haut commissariat à la prévention de la corruption. Il n'en a pas. C'est une structure administrative. Les structures, c'est seules les structures judiciaires qui ont le pouvoir maintenant de contrainte. Mais par contre, nos travaux vont éclairer le judiciaire, peuvent contribuer à éclairer le judiciaire sur le dossier pour la manifestation de la vérité. C'est en cela que le travail doit être un travail sérieux et c'est extrêmement important au niveau du Parlement. Merci. Parce que là, c'est toutes les tendances qui sont présentes. Merci. Voilà un peu, madame, l'opinion par rapport à ce dossier-là. Merci à vous, honorable. Merci pour votre disponibilité et bon début de week-end à vous. Merci bien, madame. C'est à moi de vous remercier. Mesdames et messieurs, c'était donc l'honorable Célestin Oussou dans votre rubrique à l'interview matinale. Nous poursuivons votre émission tout juste après ceci. Et juste après l'interview matinale, mesdames et messieurs, je vous invite à retrouver Anselme Orisha dans la revue de presse du jour. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. La ville de Porto Novo va bientôt disposer d'un nouvel hôtel de ville. Selon la Guérite qui rapporte l'information, la cérémonie de remise officielle du site à l'entreprise chargée de la construction s'est tenue ce lundi 7 juillet 2025, marquant une étape majeure dans l'histoire administrative de la ville capitale. L'événement présidé par le maire Chelman Yankoti a rassemblé plusieurs autorités municipales, des représentants de l'entreprise adjudicataire et de nombreux habitants visiblement émus d'assister à ce moment fondateur. Il s'agit, selon la mairie, d'un projet de grande portée inscrit depuis plusieurs années dans les ambitions de modernisation de la ville. Porto Novo vient ainsi de franchir un tournant historique, fait observer la Guérite. Pour Wabi Amadani, chargé de mission du maire de Porto Novo, la réalisation de ce projet vient concrétiser la volonté politique affirmée du président de la République, Patrice Talon. Selon lui, Porto Novo entre dans une nouvelle ère sous le président Talon et le maire Yankoti. Avec
avec cette remise des sites, le chef de l'État vient de joindre l'hâte à la parole. Il prouve une fois de plus que Porto Novo occupe désormais une place centrale dans sa vision de développement national, a-t-il affirmé, rapporte le journal d'Akonaboué. Le nouvel hôtel de ville vise à offrir un cadre fonctionnel et moderne aux services municipaux tout en incarnant l'ambition de faire de Porto Novo une ville à la hauteur de son rôle symbolique et administratif, renseigne la Guérite. On reste à Porto Novo, mais cette fois-ci pour l'Assemblée nationale. L'emblème du jour, Libération, l'autre quotidien, La Boussole, Le Progrès et La Nation, rapporte que deux grandes lois ont connu une modification. Il s'agit notamment de la loi numéro 2025-18, modifiant la loi organique sur la Cour constitutionnelle, et de la loi numéro 2025-19, relative aux associations et fondations en République du Bénin. Selon les informations rapportées par les parutions, le premier texte voté par les parlementaires vise à ajouter certaines dispositions à la loi organique numéro 2022-09 du 27 juin 2022 portant sur la Cour constitutionnelle. Présenté par le ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Déthénou, ce projet de loi contient des articles clés. Il introduit des modifications aux articles 27, 28, 29, 37, 40 et 86, tout en complétant les articles 29-1 et 37-1. D'après la Commission des lois de l'administration et des droits de l'homme, ces ajustements permettront de concilier l'accessibilité des citoyens à la justice constitutionnelle avec la nécessité de préserver la spécialisation, l'efficacité et la prévisibilité de la Cour, rapporte le matinal. À terme, ces nouveaux cadres devaient renforcer l'état de droit et assurer une meilleure protection des droits fondamentaux. Dans un second temps, les députés ont également passé en revue le projet de loi régissant désormais les associations et fondations. Le texte, constitué de 150 articles, vient remplacer une législation héritée de la loi française de 1901. Pour la commission des lois, ce texte met le Bénin au diapason des normes juridiques actuelles tout en tenant compte des spécificités nationales. Il redéfinit selon les parutions la liberté d'association en précisant les principes de constitution, de neutralité politique ainsi que les droits et obligations des structures concernées. Dans la suite de cette revue de presse, le journal La Guérite s'intéresse aux prochaines échéances électorales qui se pointent à l'horizon, notamment au positionnement au sein des formations politiques en vue des législatives communales. Pour les positionnements à venir sur les listes, les formations politiques doivent évaluer le rendement de ceux et celles qui ont eu ces privilèges il y a 4-5 ans ou plus, recommande l'apparition. Le résultat de cet exercice devra être croisé avec ce que veut ou réclame la base comme représentant. Et pour accompagner les partis politiques dans cet exercice, le journal d'Akonaboué se propose de faire la lumière sur certaines figures politiques. Dans son premier numéro, il pose sa valise dans la commune de Sakété dans la 21e circonscription électorale en général, avec un regard sur Lawani Olagoke Aruna, membre actif et dynamique au sein de l'Union progressiste Le Renouveau. Selon le journal, ce dernier serait l'alternative de l'UPR pour Sakété. Président de l'association interprofessionnelle du palmier à huile du Bénin et président de la chambre d'agriculture du plateau, Lawani Aruna est bien connu dans le plateau et ses environs. Selon la Guérite, il reste un potentiel cheval sur lequel son parti l'UPR peut miser une alternative sûre dans cette zone. Conscient de la réforme du système partisan que c'est la volonté des militants ne compte plus, le dernier mot revient par ailleurs aux instances du parti au symbole du babab coiffé de l'arc-en-ciel, conclut la Guérite. Et puisqu'on parle de l'Union progressiste Le Renouveau, la boussole nous renseigne qu'un séisme politique frappe le parti à Banikwara. Selon le journal, après sa démission surprise de l'Union progressiste Le Renouveau, Élise Suzanne Tama, chef de l'arrondissement central de la commune, semble se rapprocher du parti Les Démocrates. Une décision politiquement marquante, mais juridiquement risquée, fait observer la boussole. Mais une chose est sûre, ce départ fragilise l'ancrage local de l'UPR dans la deuxième circonscription électorale et confirme l'offensive stratégique du parti d'opposition Les Démocrates dans le septentrion, conclut le journal. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, ainsi va l'actualité telle que vue et traitée par les confrères de la presse écrite ce vendredi. Merci de nous avoir suivis. À demain. La dernière ligne droite de cette émission, vous la connaissez si bien, c'est la citation du jour. Mesdames et messieurs, chaque jour est une page blanche. À vous d'y écrire une histoire que demain sera fier de relire. Merci de nous avoir suivis. Bon début de week-end à tous. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro de votre émission. Portez-vous bien.